Je suis née de parents chinois dans la France d'après-guerre, alors occupée à se reconstruire et à sortir du colonialisme, et j'ai grandi dans le monde de la guerre froide. Mon enfance et ma jeunesse ont été marquées par la séparation entre un père resté en France, avec la fortune que l'on sait, et une mère repartie dans une Chine, alors coupée du reste du monde, pour s'y trouver happée par la tourmente de la révolution culturelle. Cependant, c'est l'école de la République qui m'a donné la possibilité de suivre une scolarité complète, placée sous le signe des humanités classiques et européennes. La question cruciale pour moi était de savoir comment transformer une situation inconfortable, voire douloureuse, où l'on n'est jamais que l'autre de quelqu'un, en une expérience susceptible de mettre en valeur cette double appartenance. Et j'insiste sur le mot appartenance, que j'emploie plutôt que identité. Je suis donc née sous le signe de l'entre-deux, qui a imprimé à ma vie une alternance de chant et de contre-chant, une circulation entre des mondes séparés, rendre hommage à ses maîtres et reconnaître la dette que l'on a envers eux est un rite auquel je me livre d'autant plus volontiers qu'il est à la fois éminemment confucéen et universellement salutaire. À présent que nous sommes engagés pour de bon dans le XXIe siècle, nous nous trouvons confrontés à une situation de plus en plus paradoxale. Alors que la Chine a changé et continue de changer sous nos yeux à une vitesse étourdissante, notamment dans le sens de l'ouverture au monde, ou plutôt à la mondialisation, l'ignorance, ou pire encore, les idées préconçues de nos concitoyens, y compris de nos élites, concernant la Chine et sa culture, se maintiennent à un niveau préoccupant. Dans un autre registre, les rayons spiritualité ou bien-être personnel de nos librairies ne désemplissent pas de publications sur la sagesse chinoise qui perpétue tranquillement les poncifs les plus éculés sur une Chine éternelle, lisse et consensuelle, flottant dans un ailleurs mythique ou figée dans des arrêts sur image. Si je vous parle de Confucius, de Lao Tse ou du Yi King, ça c'est l'habituel tiercé gagnant, plus ou moins dans le désordre, vous saurez, ou du moins vous croirez savoir, de qui ou de quoi il s'agit. Mais dès que j'évoquerai Zhu Xi ou Wang Yangming, ces noms ne diront certainement rien aux non-spécialistes, alors qu'ils ont eu en Chine, et plus largement dans toute l'Asie orientale, la stature et la portée d'un Thomas d'Aquin ou d'un Luther. À bien des égards, nous vivons encore pour une large part sur des conceptions formées il y a 3 siècles, à l'époque des Lumières, qui ne sont cependant plus ni très éclairées, ni très éclairantes. On ne peut manquer d'être frappé par les représentations contradictoires et pourtant concomitantes qui persistent à l'heure actuelle. Comment concilier d'un côté l'image d'une Chine philosophique, chère à Voltaire, rationaliste et esthétique, à la pointe de la civilisation et de l'universalité, et de l'autre, celle d'une Chine issue d'un despotisme oriental à la Montesquieu, autocratique et machiavélique,
cruelles et brutales. De par leur implication dans les affaires asiatiques au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont été les premiers à comprendre que la Chine ne pouvait plus être considérée comme un autre exotique et fascinant, mais qu'il faudrait bel et bien compter avec elle dans l'édification de l'avenir du monde. D'abord en tant qu'ennemi idéologique à abattre, puis plus récemment comme partenaire et concurrent économique. De son côté, la Chine ne veut plus rester là à se laisser étudier, sage comme une image. Elle est devenue un interlocuteur, voire un intervenant actif dans nos débats, pour la simple raison qu'elle s'emploie depuis une trentaine d'années à assimiler tout l'apport des sciences humaines occidentales et, depuis peu, à se réapproprier sa tradition intellectuelle et culturelle, à commencer par ce que recèle son sous-sol. Les découvertes archéologiques, qui ont commencé paradoxalement au plus fort de la révolution culturelle, sont comparables dans leur portée et leurs conséquences pour notre vision de l'Antiquité chinoise à la découverte des manuscrits de la Mer Morte. Tout en confirmant l'authenticité de certaines sources traditionnelles, elles bouleversent nos conceptions héritées de vulgates qui semblaient acquises. À la sortie de la période maoïste, les intellectuels chinois ont été saisis d'une véritable fringale en se jetant littéralement sur tout ce qu'il y avait de plus neuf en provenance des milieux universitaires occidentaux, principalement nord-américains. Depuis le début de nos années 2000, c'est une autre fièvre qui s'est emparée du monde intellectuel. La fièvre de la renaissance de la tradition, et je serais presque tentée d'employer un anglicisme, on assiste à un véritable revival de la tradition, et des études nationales, en chinois guoxue. La Chine se veut et s'affirme désormais actrice de la réappropriation de son passé. Nous ne pouvons donc nous permettre d'ignorer totalement son point de vue, même si, et je m'empresse de le préciser, nous aurions tort de penser que nos contemporains chinois seraient par nature mieux placés ou habilités que nous pour juger de leur propre tradition, ayant été coupés de celle-ci par la rupture de la modernité et par tout un siècle de révolution. Quand ils ne sont pas sous l'emprise d'interprétations occidentales qu'ils intériorisent parfois de manière inconsciente dans un processus bien connu d'auto-orientalisation, ils menacent sans cesse de tomber sous le coup de thèses d'inspiration le plus souvent culturalistes, tout en s'imaginant qu'ils peuvent se targuer de détenir la vérité au nom de leur origine authentique, pour ne pas dire génétique. Il faut donc rester extrêmement vigilant sur les conditions et les finalités de cette réappropriation qui s'opère sur un arrière-fond idéologique explosif, à savoir l'exploitation d'un sentiment de revanche sur une expérience d'humiliation et d'aliénation qui aurait été subie depuis un siècle et demi. Enfin, ne l'oublions pas, tout ceci se passe sur fond de mondialisation technologique. Il est de bon ton aujourd'hui de se gargariser de dialogue entre les cultures. Sans doute une manière quelque peu angélique
de contrer le discours belliqueux sur le choc des civilisations. Mais en fait de dialogue, on assiste parfois à un dialogue de sourds, comme le faisait remarquer récemment un chercheur chinois en sciences sociales. Pendant longtemps, écrit-il, l'idée selon laquelle seuls les penseurs de l'Antiquité pré-impériale chinoise pouvaient être qualifiés de philosophes a prévalu chez les sinologues occidentaux. Ces penseurs étaient alors rapprochés des sages de la Grèce antique. Cet attrait des sinologues occidentaux pour la pensée chinoise ancienne contrastait fortement avec la séduction depuis longtemps exercée sur les Chinois par la philosophie occidentale moderne. La compréhension sous-jacente du développement historique était identique, mais la Chine s'éprenait d'un Occident postérieur à l'Aufklärung, tandis que l'Occident rêvait d'une Chine ancienne, non encore entrée dans l'ère médiévale, déconnectée de son évolution moderne et de ses problèmes. Donc là, nous avons en fait la constatation d'un chassé-croisé qu'on peut aussi considérer comme un dialogue de sourds. Mais il continue en fait à s'inscrire dans une perspective de type orientaliste dans la mesure où il tend à muséifier la pensée chinoise et à la réduire au rôle de l'autre comme terme de comparaison pour mieux la sommer de répondre à des questionnements qui ne lui sont pas propres. Il y a là une manière de camper sur le registre de l'altérité qui fige les oppositions hors du temps et de l'espace et qui ne permet pas de repérer la pluralité et la diversité des différences là où elles se trouvent réellement. Une conséquence fâcheuse en est le risque constant de basculer dans une forme ou une autre d'essentialisme et de finir par conforter, même sans le vouloir, des idées préconçues qui ont déjà suffisamment la vie dure. Que l'on ne s'y méprenne pas. Mon seul et unique objectif est de recourir aux meilleurs moyens possibles pour comprendre. Il ne s'agit donc pas d'exclure d'emblée telle ou telle approche théorique, mais d'établir des priorités pratiques. Avant que de donner systématiquement, et sans trop réfléchir d'ailleurs, dans un comparatisme interculturel pour lequel nous ne sommes pas toujours assez mûrs, pourquoi ne pas commencer par pratiquer une forme de comparatisme intraculturel? Circuler ainsi entre passé et présent, déplacer le curseur sur l'échelle historique, devrait nous amener d'abord à percevoir à quel point notre lecture du passé est conditionnée par les présupposés du présent et combien il est nécessaire de se prémunir contre la tentation toujours forte de faire de la rétroprojection. Mais cela peut aussi nous amener à capter les enjeux que peuvent revêtir des discussions anciennes pour notre actualité. Autrement dit, ce que j'essaye de dire ici, c'est que, avant de nous jeter systématiquement dans un comparatisme interculturel, je pense que nous pouvons commencer par d'autres priorités pour ensuite aboutir justement à faire un comparatisme qui tienne véritablement la route. La vision que nous avons de certaines traditions chinoises est de fait déjà conditionnée depuis longtemps par la manière dont elles ont été reçues initialement en terrain européen. Il en va ainsi de nos conceptions désormais bien ancrées sur ce que nous avons pris l'habitude
d'appeler le confucianisme. Conceptions qui ont commencé à se forger lors du processus de réception d'une certaine idéologie des élites chinoises dans l'Europe du XVIIIe siècle et sur lesquelles nous vivons encore largement aujourd'hui, entretenant l'idée d'une pensée dépourvue de dimension proprement religieuse et baignant dans l'immanence. Il en va également ainsi de tous les autres ismes, taoïsme, bouddhisme, etc., qui, au lieu de constituer des étiquettes commodes, comme nous le croyons, masquent les réalités qui sont censées ordonner et empêchent de voir les constantes interactions et interpénétrations entre des ensembles qu'ils ont artificiellement compartimentés. Enfin, il en va ainsi de toutes les catégories élaborées par les sciences historiques, philologiques, philosophiques et religieuses tout au long du XIXe siècle européen. Des catégories comme philosophie, science ou religion continuent encore maintenant de conditionner notre façon d'aborder et de décrire les réalités chinoises, de manière d'autant plus prégnante qu'elles ont été assimilées en Chine même à la fin du XIXe et au début du XXe siècle à travers la médiation du Japon modernisateur de l'ère Meiji. Ce dernier a en effet inventé toute une panoplie lexicale à partir de mots chinois recombinés pour traduire les nouveaux concepts du savoir occidental. Ne nous y trompons pas. Penser en chinois aujourd'hui, c'est utiliser des mots dont l'origine peut être ancienne, mais dont le sens doit être replacé dans le contexte historique précis de leur réinvention moderne. Alors, au grand désespoir des étudiants que nous sommes, il ne suffit donc pas de savoir lire les sources anciennes. Encore faut-il avoir conscience des lunettes que nous portons et à travers lesquelles nous les lisons. Au pseudo-dialogue, je préfère les conversations à plusieurs. Plutôt que l'altérité qui fige le vis-à-vis, je recherche les différences qui saisissent les choses dans les couleurs et dans le mouvement même de la vie, cette vie à laquelle il nous faut toujours revenir. Wu shi you wu, er zhi yu xue, 30而立，40而不惑，50而知天命，60而耳顺，70而从心所欲，不逾矩。À 15 ans, j'ai mis toute ma détermination à apprendre. À 30 ans, je me tenais debout. À 40, je n'étais plus dans la confusion. À 50, je savais à quoi j'étais destinée. À 60, j'avais l'oreille accordée. À présent que j'en ai 70, je suis les désirs de mon cœur sans jamais passer la mesure. Ainsi parlait Confucius au soir de sa vie.